Alors aujourd'hui, on va traiter de Manzan, donc encore un nouveau nom dans la galaxie des solutions open source. Et quand il y a un nom qu'il faudra expliquer, généralement, c'est parce que c'est Jesse Gordzinski qui est derrière. Donc là, voilà, je reviendrai dessus pour expliquer un petit peu le nom, mais qui n'a aucune origine technique au final. Donc on va expliquer ce que ça fait. Mais surtout, je vais surtout m'attarder sur une démonstration en fait du produit pour illustrer un peu les capacités et voir un peu la simplicité au final d'utilisation et ce qu'on peut en faire. Alors un petit mot sur moi-même et CFD Innovation. Donc moi je suis Gauthier Dumas de CFD Innovation. Et donc, nous, on intervient sur IBMI sur des domaines qui touchent au web et à l'open source. Donc là, on n'est pas sur la catégorie web sur cette présentation, on est plus sur la catégorie open source. Et en fait, on intervient sur différents aspects de l'IBMI. Donc, que ce soit du développement web, mais aussi sur des projets sur des projets de communication à base de web services, de sécurisation des échanges, etc. Et sur de la valorisation donc, des données, tout ce qui va tourner autour de la base de données DB2, en fait. Si vous avez suivi d'autres des sessions, j'ai mis l'accent sur les IBMI Services, par exemple, l'utilisation des nouvelles fonctions et tout ce que permet DB2, comme les consommations web services, etc. Donc voilà, donc nous, on intervient pour accompagner les entreprises sous différents formats sur ces sujets-là. Alors, je vais peut-être fermer pour commencer. Alors, Manzan, on va un petit peu définir ce que c'est. Donc, en fait, c'est une solution open source qui vise en fait à être une passerelle entre des événements qui vont arriver sur l'IBMI. Donc des événements, mais vraiment de tout type. Justement, on va en voir pas mal d'exemples vers une variété de destinations externes. L'idée, en fait, c'est de centraliser, d'homogénéiser la gestion des événements qui arrivent sur l'IBMI, parce qu'on n'a pas attendu cette solution pour justement monitorer ou traiter au final ces événements. Là, ce que ça apporte au final, c'est qu'on va traiter un événement qui pourrait se passer dans l'IFS ou dans le système ou même sur le côté hardware, pourquoi pas, de la même façon pour les rediriger en fait vers des endroits même potentiellement divers, parce qu'on ne va pas vouloir forcément les historiser au même endroit ou faire la même chose si c'est une log applicative qui se passe ou si c'est une log système, par exemple. Mais l'idée, c'est que cette gestion des événements, la redistribution, au final, on va les gérer dans un seul et même outil unifié. L'idée aussi, ça va être de renforcer l'intégration de l'IBMI dans des solutions de supervision d'infrastructures hétérogènes. Il n'y a pas que l'IBMI dans votre infrastructure. Et l'idée, c'est que si vous avez des logs applicatives ou des logs système, des métriques de la CPU, par exemple, ou l'état de santé de votre IBMI, c'est intéressant au final de le mettre au même niveau que là où on va manager nos VM Linux, notre schéma de containerisation, etc. Ben, au final, l'idée de quelqu'un qui va superviser son IT, ça va être vraiment en un coup d'œil de ne pas avoir une interface spécifique d'administration de l'IBMI et puis une interface de supervision du reste du SI. Donc l'idée, voilà, ça va être d'homogénéiser cette partie. Bonjour. Alors l'idée, c'est vraiment conçu pour simplifier l'exploitation et la surveillance des systèmes IBMI. Et c'est même de là que Manzan tire son nom. Alors, je l'ai déjà évoqué, mais le projet, donc c'est un projet open source qui est principalement drivé par Jesse Gordzinski. Donc, c'est pas son coup d'essai. Hein. Enfin voilà, il fait beaucoup de projets. Il est fortement impliqué dans la plupart des projets open source sur IBMI. Mais vous avez aussi Sanjula et Liam Barry-Allan que je ne sais pas si ça vaut le coup de les présenter. Hein. Je pense que vous les connaissez. Voilà. Enfin, donc c'est quand même des pointures hein, de chez IBM. Par exemple, on lui doit notamment Code4i pour Liam Barry-Allan, mais pas que. Et puis, j'ai cité aussi, alors c'est son compte GitHub, puisqu'en fait, le projet est hébergé sur GitHub. Donc après, vous pouvez communiquer directement avec eux
en ouvrant des issues ou même en faisant des demandes d'évolution. Donc, j'ai cité le compte GitHub de Johnny Z32, tout simplement parce qu'il est très actif sur le projet. Quand j'ai monté les démonstrations que je vais vous faire aujourd'hui, en fait, j'ai eu quelques retours parce que, alors je ne voulais pas préciser, mais Manzan, il est actuellement en technologie preview. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, mais que c'est encore en cours de fortes évolutions, on va dire. Et donc, en fait, là, ils sont friands du maximum de retours, de demandes d'évolution ou même de participation à ce projet. Et donc, ce Johnny Z32 a été très, très réactif. Et pendant que je montais j'ai eu l'occasion d'ouvrir quelques issues qui ont été corrigées, et voire même il y a des jours où on a eu une release dispo dans la journée, en fait. Donc, c'était vraiment très, très réactif et assez apprécié au final dans ce développement-là. Alors, pourquoi le nom de Manzan? Bon, je vais y passer un petit peu rapidement, mais en gros, c'est un havre de paix qui apporte réconfort à son créateur, Dixit, Jesse Gordzinski. J'ai récupéré la phrase directement du projet GitHub, hein, donc c'est pas moi qui le dis, c'est son créateur. Voilà. Et en fait, l'image qu'il a voulu donner, c'est que tout comme ce que la solution doit apporter aux professionnels de l'informatique qui souhaitent gérer des tâches complexes. Donc, on a des tâches complexes et l'idée, c'est de simplifier cette gestion-là. Alors, il y a un petit schéma, pareil, que j'ai récupéré directement du projet Manzan. C'est les composants principaux de Manzan. Alors, c'est l'architecture du logiciel. Alors, en fait, on n'a pas vraiment besoin de connaître cette architecture-là pour l'utiliser, en fait. Hein. Vous allez voir que pour l'utiliser, ça va passer par 3 fichiers de config. Et la doc ouverte à côté pour voir ce qu'on met dans ces fichiers de config. Mais ça, c'est pour un petit peu essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, il y a principalement ces 2 briques-là. Donc, il y a le Manzan Distributor, qui, parce que vous regardez là, ça va être toutes les destinations des événements que l'on va pouvoir choisir. On va les lister, hein, celles qui sont déjà opérationnelles, celles qui sont encore à venir. Et puis, si vous avez d'autres destinations, c'est là où vous pouvez demander de nouvelles destinations. Donc, lui, en fait, il va centraliser quelque part la réception de tous les événements et il va les redistribuer ici. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est basé sur Apache Camel. Donc, c'est très standard, on va dire, pour les destinations. Ça fonctionne un peu sur le mode de marketplace. Et donc, ce Manzan distributeur, qu'est-ce qu'on voit qui arrive sur lui? En fait, il y a du streamfile, il y a des tables d'audit notamment. Donc, en fait, ce composant Manzan distributeur, il va pouvoir déjà monitorer un certain nombre d'événements par lui-même et les rediriger. Et puis, on voit qu'on a une autre brique qui est le Manzan Handler, qui, lui, en fait, va aller un petit peu plus loin. Il a besoin d'un composant ILE. Quand vous allez installer Manzan, en fait, il y a une librairie qui est créée avec ce composant ILE. Et lui, en fait, c'est pour faire du system watch, donc notamment pour faire du watch de message queue. Par exemple, la classique que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est monitorer la message queue depuis CCOPR. Mais en fait, c'est n'importe quel message queue. Derrière, vous allez reconnaître de toute façon dans la config, ça s'appuie sur les commandes CL startwatch, en fait. Hein. Sauf que là, on va pouvoir tout unifier, tout configurer au même endroit, en fait, les captures de messages, etc. Mais du coup, on a aussi l'accès aux donc les leak logs et pas le log, hein, c'est les logs système et les logs qu'on pourra avoir au niveau du microcode, etc. Et donc tout ça, on va pouvoir le récupérer. Oui, donc je voulais vous préciser peut-être un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre le handler et le distributeur. Ça, encore une fois, on n'a pas besoin de le connaître. Enfin voilà, c'est juste pour l'info, comprendre comment ça fonctionne. Mais quand on va le faire tourner directement sur l'IBMI, ce qui va être notre cas, en fait, ça va communiquer sur une socket entre les deux. Et cette socket, elle va utiliser un port. Le port par défaut, c'est le port 8080. Je vous le dis parce que le port 8080, ça nous arrive quand même assez souvent de l'avoir utilisé. Donc ça, c'est pas grave, c'est pas figé dans le marbre en fait. Vous avez une variable d'environnement, je n'ai pas précisé dans le support, mais c'est très bien documenté. La documentation est d'ailleurs très très bien faite et c'est une des clés du succès d'un projet open source. Mais donc, du coup, on peut changer le port par défaut de communication sur la socket et on voit qu'on a une flèche qui va vers une table. C'est tout simplement que cette communication d'événements, par défaut, c'est sur une socket.
Mais en fait, on pourrait passer, enfin, le système Manzan pourrait passer par une table intermédiaire et du SQL. Quand est-ce que ce système est utilisé par défaut? C'est quand on installe Manzan sur un système à côté et qu'en fait, on vient se connecter sur un IBMI qui est à superviser, en fait, dont il faut capturer les événements. Donc, on a la table quand on est en remote, on a le socket par défaut quand on est en local sur l'IBMI, et dans la configuration, on pourrait dire, en fait, même si je suis en local sur l'IBMI, je veux passer par cette table. Qu'est-ce que ça change de passer par la table ou la socket? Alors, on peut parler un petit peu de performance. C'est plus rapide par la socket, donc on va pouvoir distribuer, on va pouvoir arriver au Manzan distributeur plus rapidement. Mais par contre, ça passe et puis ça disparaît, en fait, l'événement. Alors que quand on passe par la table, on pourrait réexploiter la table, puisqu'en fait, on va retrouver tous les enregistrements qui sont passés dans cette table-là, et libre à nous de l'exploiter par ailleurs, quoi. Mais c'est un peu moins performant. Alors, voilà, ça va être composé principalement de Manzan est composé principalement d'un gestionnaire et d'un distributeur. Comme je vous l'ai dit, le gestionnaire, il va recevoir et gérer les événements. Dans le gestionnaire, il va pouvoir également déjà transformer un peu la donnée dans un format exploitable. Mais en fait, ça, on va pouvoir le faire aux deux niveaux. On va pouvoir également le faire au niveau du distributeur. Ce qui fait qu'en fait, on pourrait capter un événement et le distribuer à plusieurs endroits en respectant les formats qui sont attendus par ces 10 endroits. On essaiera de mettre du concret là-dessus. Donc, quelques destinations possibles. Alors, la première, code personnalisé. Ouais, déjà, ça veut dire que en fait, on peut tout faire. Ça veut dire que s'il y a besoin, en fait, on pourrait faire quelque chose qui n'est pas prévu justement par Apache Camel ou par Manzan. Dedans, on pourrait aller sur de l'ActiveMQ, donc c'est des message queues, mais c'est des fils en fait de traitement. C'est assez utilisé par ailleurs. Je ne vais pas tous les lister, mais il y en a des intéressants quand même. Le Elasticsearch. On va pouvoir envoyer, alors simplement, on parle d'événements, donc la notion d'email. Associé à la notion d'email, on peut avoir également des SMS. Donc là, par exemple, il y a la plateforme Twilio. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme en ligne, c'est anciennement SendGrid. Mais bon, on pourrait se brancher à différents services d'envoi de SMS, par exemple. On a du Grafana Loki. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un peu comme une base de données time series, mais spécifique et étudiée pour les logs. Alors, une base de données time series, c'est vraiment, en fait, on va pouvoir envoyer plein de logs. Et l'idée, après, c'est de les exploiter dans des tableaux de bord ou d'autres outils, type Grafana, pour afficher, rechercher dans ces logs, etc. C'est très pratique, par exemple, pour faire du post-mortem quand on a eu un incident. Là, en fait, on a historisé toutes les logs. On sait quand est-ce qu'il y a eu un crash. En fait, comme on a centralisé tout un tas de logs de notre IT au même endroit, en fait, on peut rechercher sur ce créneau-là ce qui aurait pu se passer à ce moment-là. Dans les destinations, donc ça fera partie de la démo. Je vais vous montrer un petit peu ça. On a des endpoints HTTP ou HTTPS, évidemment. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez appeler n'importe quelle URL, soit d'une solution que vous avez en interne, soit directement d'un endpoint que vous avez développé vous-même, en fait. Pourquoi pas? Donc, au final, on est assez libre là-dessus. Et un dernier que je vais vous indiquer, Slack. La messagerie Slack. Là aussi, je vais vous montrer que quand il se passe quelque chose sur l'IBMI, en fait, on va le remonter dans un canal, dans un channel Slack. Et ça peut être pratique pour une équipe support, une équipe d'astreinte, etc. Voilà, dès qu'il se passe quelque chose, ça va être envoyé là-dedans. Donc, vous voyez qu'il y a quelques destinations qui sont en considération future. Voilà, donc notamment Microsoft Teams, pour l'instant, qui n'est pas intégré, mais qui devrait arriver. En tout cas, ils ont considéré cette destination. Alors, un petit mot sur son installation. Alors, aujourd'hui, Manzan n'est pas disponible encore dans les référentiels de paquets RPM. Mais par contre, vous pouvez le télécharger. Je vous ai mis le lien de téléchargement. C'est très bien documenté également sur la page du projet.
C'est pas compliqué. En gros, vous le téléchargez, vous le mettez dans l'IFS et ensuite vous appelez l'installeur avec en ligne de commande depuis SSH java-jar le Manzan installer avec la release que vous avez téléchargée. Vous avez les dernières releases disponibles et ça va vous installer Manzan. Donc, on va voir ce que ça signifie d'installer Manzan. Donc, il y a un point essentiel dans Manzan. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu l'architecture, les destinations possibles. Mais en fait, nous, en tant que personnes qui vont gérer ce Manzan, en fait, on va avoir 3 fichiers .ini à gérer. C'est tout. Il y en a un qui contient une ligne et qu'on ne va même pas toucher. Donc déjà, sur les 3, j'en enlève une. Ça va être le Manzan, la configuration générale. Je vais vous montrer juste après. Et ensuite, c'est surtout qu'on aura un fichier .ini qui s'appelle data.ini pour définir toutes les sources de données. Ben voilà, là, je veux monitorer ma message queue Q6OPR. Là, je veux monitorer mon PHP error log. Là, je veux monitorer mon access log, etc., etc. Et dans ces sources, ben, en fait, on va brancher les sources aux destinations. Et donc, du coup, on a un autre fichier de config où on définit toutes les destinations. Et après, on va faire le lien entre les deux. Et notre config s'arrête ici. Comment on démarre Manzan? Alors, nous, pour la démo, vous allez voir que je vais le lancer en ligne de commande. Donc, en fait, je vais le lancer en interactif. Pourquoi je le lance en interactif? C'est juste pour vous montrer ce qui se passe dedans. En fait, c'est pour afficher le std out. Puisque quand il va démarrer, je vais provoquer volontairement des événements. Et en fait, dès que l'événement est capturé, il va s'afficher en fait dans ma console, tout simplement. Évidemment, quand on sera en production, on ne va pas le lancer en interactif comme ça. Il y a un autre outil open source, également drivé par Jesse Gordzinski, qui s'appelle Service Commander. Service Commander, lui, il va permettre d'unifier la gestion de divers services sur l'IBMI, comme un démarrage Apache ou un démarrage d'une application Node ou n'importe quel service TCP. En fait, le Service Commander va pouvoir permettre une homogénéisation de ces gestions de tous ces services. Et bien, Manzan fait partie de ça. On peut configurer Manzan comme un service dans Service Commander. L'idée, c'est que là, vous voyez que pour démarrer Manzan, c'est /opt/manzan /bin/manzan. Mais si vous aviez un autre service à démarrer, ce serait une autre commande. En fait, c'est spécifique à chaque service. L'idée de Service Commander, c'est que peu importe le service, une fois que vous l'avez configuré dans Service Commander, c'est SC. SC, c'est la commande qui signifie Service Commander. Start Manzan. Et si on avait voulu démarrer une application Node, on aurait fait SC, Start et le nom du service. Donc au final, ça permet de simplifier ces gestions-là. Et puis dans Service Commander, surtout, ça va tourner en background. En fait, ça va démarrer un job et en fait, Manzan va vivre sa vie en background comme un service qu'il faut démarrer. Alors, la première config, c'est le. Alors, déjà, toutes les configurations, ça c'est important de le noter, elles sont dans QOpenSys etc Manzan. Il y a le app.ini. Donc, le app.ini, en fait, il contient la librairie dans laquelle est installé le composant ILE qui permet de faire du watch, comme je vous l'ai expliqué dans le schéma d'architecture. Donc, par défaut, c'est la librairie de Manzan. Et si vous avez gardé l'installation par défaut, en fait, c'est la bonne. Et elle est déjà là-dedans. Ensuite, vous avez la partie remote, dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure, et qui est complètement facultative si vous êtes déjà sur l'IBM. Donc là, voilà, on va la passer. Mais si vous l'installez sur un système à côté, il faudra préciser les accès à votre système IBM. Oui, donc Manzan lui-même a un système de log, donc il peut être verbeux. Les configurations de Manzan, en fait, passent par les variables d'environnement. Donc là, on a une variable d'environnement qui s'appelle Manzan Debug Level et qui va de 0 à 3 selon le niveau de verbosité que l'on souhaite. Et c'est la petite chose à savoir, c'est en fait, il faut configurer cette variable d'environnement au moment où on démarre le serveur SSH. C'est à ce moment-là que c'est pris en compte. Donc, si jamais vous voulez changer le niveau de verbosité de Manzan, ça nécessite un restart du serveur SSH. Chose non négligeable, c'est que toutes les logs, on va les retrouver dans l'IFS, dans /tmp/manzandebug.txt. On va passer aux choses les plus intéressantes, donc la configuration des sources. Donc ce fichier, il s'appelle data.ini, il est dans l'IFS, dans QOpenSys etc Manzan.
Et en fait, on va avoir, donc c'est un point et demi, et on va avoir une section par source. Donc, les sections dans les points et demi, c'est délimité par des crochets. Donc là, dans le crochet, vous devez juste indiquer un nom unique, mais vous êtes complètement libre d'appeler votre source comme vous le souhaitez. Et derrière, on va avoir un certain nombre de propriétés, notamment le type. Donc le type, on ne va pas mettre n'importe quel type. Ça, c'est des types qui sont prédéfinis par Manzan. Donc là, je vous ai mis un gros tableau après de tous les types possibles. Et puis, on a une autre propriété qui sont les destinations. Et c'est là où, en fait, on va pouvoir pointer, indiquer de 1 à n destinations que l'on aura configurées dans l'autre fichier qui s'appelle dest.ini. Et après, on aura des propriétés qui seront propres à chaque type de source. Donc là, la première colonne, c'est les types en fait, qui sont possibles de source. Donc là, on a un type file, un type watch, un type table, un type audit, SQL, CMD, HTTP. Donc il y a quand même pas mal de choses. Je ne vais pas vous le détailler tout simplement parce qu'on va en voir quand même un grand nombre dans la démo. Et après, dans le support, je vous ai mis un certain nombre d'exemples qui sont directement aussi issus de la documentation. Vous pouvez retrouver du coup dans le support ou dans la documentation. Je vais les passer un petit peu rapidement, mais ça me permettra quand même de parler de quelques petites choses qui sont possibles. Donc là, c'est un type watch. Donc ça va utiliser le Manzan Handler. Vous vous souvenez, le composant qui s'appuie sur l'ILE. L'ID, au final, c'est l'ID de session. Donc en fait, il suffit juste de lui donner de session de watching. Donc, il suffit juste de lui donner un nom unique. On va définir des destinations. Donc là, on a TestOut et SlackMe. On ira voir comment ils sont définis, ces destinations, un petit peu plus tard. Et là, on a une propriété qui est propre à ce type watch, qui est le StartWatch. Ben, en fait, là, on reconnaît un petit peu les paramètres de la commande StartWatch pour ceux qui la connaissent déjà. Parce que ça, c'est standard dans l'IBMI. Et donc là, en fait, on capture tous les messages de la message queue Q6OPR. Voilà, c'est ça qu'on est en train de lui dire. Dernier petit point, ça peut être pratique, vu qu'on n'a qu'un seul fichier .ini, data.ini, on a le enable qui est comme son indique. Enfin, si on le passe à false, en fait, c'est juste qu'on peut l'avoir préparé, mais on n'est pas obligé de l'activer en fait. Donc on peut le désactiver, et donc là, on ne ferait pas le watch de ces messages. Un petit peu sur le même principe, donc là, c'est aussi un type watch. Sauf que là, en fait, on pourrait watcher au final tous les messages qui tombent dans le HST-log, en fait, donc dans tout l'historique système. Là, une des autres propriétés qu'on retrouve ici, c'est la propriété format. Propriété format, on va la retrouver dans quasiment toutes les sources et aussi dans les destinations. C'est ce qui permet au final de formater les données qu'on va capturer. Et en fonction de la source de données, elle va avoir accès à des variables. Typiquement ici, quand on fait du watch, par exemple, on a le message ID, on peut récupérer la sévérité, on peut récupérer le contenu du message. Et tout ça, c'est la liste de toutes les variables possibles sont documentées. On n'a pas à les deviner. Il y a une petite syntaxe particulière dans Manzan, c'est que les variables, ça commence par $, après elles sont toutes en majuscules et ça finit par $. Donc c'est encapsulé dans $. Vous verrez après, par exemple, avec ce jeu c'est juste que tout est concaténé là, ce que l'on voit. Selon les événements, en fait, on pourrait même construire du JSON. Voilà, c'est ce que je me suis amusé aussi à faire. Donc ça fait un joli message JSON qu'on pourrait envoyer sur un HTTP endpoint personnalisé, par exemple. Un autre type, juste pour montrer, donc un type file. Donc là, c'est la surveillance d'un fichier d'IFS. On avait eu à le faire, en fait, avant que Manzan sorte. Manzan, il est sorti cette année. On avait à faire du watching de fichiers comme ça. Pour certains clients, on avait dû développer au final des watchers en Node, par exemple, parce que le Node, il est pas mal sur le côté événementiel dans l'IFS. Sauf que là, en fait, on n'a aucun code à écrire, c'est directement Manzan qui le gère. On a juste à lui indiquer le fichier qu'on veut surveiller, donc c'est un fichier dans l'IFS. Moi, je fais pas mal de web et de PHP notamment. En fait, il y a un fichier qu'on aime bien monitorer, c'est le PHP error log. Dans le PHP error log, en fait, c'est que, dans ce fichier, mais je suis sûr que vous allez avoir tous vos propres exemples, on indique le fichier IFS que l'on veut monitorer, et dès qu'on va avoir une écriture là-dedans, donc dès qu'il se passe quelque chose, en fait, un warning, une erreur ou quoi que ce soit, en fait, ça va déclencher la capture de cette ligne qui vient d'être ajoutée.
ça a déclenché l'événement. On peut récupérer avec le format file data, mais en fait, on récupère la ligne qui a été écrite et derrière, on choisit les destinations dans lesquelles on veut les envoyer. Ça évite que le développeur ou que l'admin, au final, il ait à regarder son fichier de log de temps en temps, etc. Là, il peut être alerté directement. Alors, il y a une autre propriété aussi intéressante là-dedans, c'est le filter. Filter error, là, on est en train de monitorer un fichier texte, en fait. En fait, c'est un contains. C'est-à-dire qu'avec le filter error, c'est qu'on va déclencher l'événement que si dans la ligne, dans le texte, on a vu qu'il y avait le mot error, peu importe où dans la log. Et donc là, on pourrait faire les erreurs, on les envoie ici, les warnings, on les envoie ici, et on pourrait ignorer aussi tout un tas de logs qui pourraient arriver et qu'on ne veut pas monitorer. Et là, vous êtes assez libre, puisqu'en fait, il suffit d'utiliser les termes que vous voulez, par lesquels vous voulez filtrer les logs. Le type table. Le type table, l'idée, c'est... en fait, dès qu'on va aller écrire dans cette table, l'enregistrement va être capturé et toutes les zones sont récupérables via les variables. Donc, dynamiquement, en fait, si votre table elle a field 1, field 2, comme j'ai précisé ici, en fait, vous pouvez vous-même composer le message. Voilà, il y a un nouvel enregistrement dans la table. Voilà, on va récupérer les données qui viennent d'être insérées et après, on peut envoyer un mail. Enfin, voilà. Pareil, dans la démo, je vais vous montrer la création, par exemple, d'un nouveau contact. Dès qu'on crée un nouveau contact dans la base de données, automatiquement, en fait, ça va envoyer un mail. Voilà. C'est juste un exemple, mais après, je vous laisserai vous projeter sur vos usages. Un exemple aussi d'une autre source qui s'appuie sur les audits. Alors, là, on peut voir que c'est le type audit et il y a une sous-propriété qui s'appelle audit type. C'est pareil, les audit types, ils sont précisés alors dans le tableau que je vous ai mis dans le support, mais aussi dans la documentation. Là, je vous ai mis le password. En fait, ça s'appuie sur les journaux d'audit. Donc, il faut avoir activé l'audit système. Et vous en avez tout un tas. Ça s'appuie dessus. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer. Alors là, on est sur le type password. Ouais. Donc ici, en fait, c'est par exemple, on s'est trompé de profil mot de passe. En fait, ça déclenche un événement qui est logué. Ça, en fait, on pourrait envoyer pareil, un mail, un SMS, l'intégrer quelque part. Voilà, donc là, la liste est longue. Je vous les ai tous mis aussi ici. Donc ça, c'est les audits types possibles. Il y en a qui sont spécifiques à DB2 Mirror, il y en a sur les PTF, sur les passwords, sur les lectures d'objets aussi. Enfin, voilà, c'est tout ce que l'on a dans les journaux d'audit. On a également un type SQL. Dans le type SQL, là, en fait, vous êtes complètement libre d'écrire votre propre requête SQL. Là, il n'y a plus besoin du handler, en fait, c'est juste le montant distributeur qui est à l'action. Et donc là, en l'occurrence, j'ai mis une requête SQL qui, par exemple, j'ai une colonne d'audit qui contient les dates d'insertion, en fait, les colonnes auto-générées dans ma table, et donc qui contiennent le timestamp d'insertion dans la table. Et donc là, ce que j'ai fait dans cet exemple, c'est qu'on voit qu'on a un intervalle toutes les 5 minutes. Et donc là, on a défini l'intervalle. Toutes les 5 minutes, en fait, c'est cette requête qui va être jouée. Et le résultat de cette requête va être redirigé vers les destinations en fonction du format que l'on a pris. Comme c'est du SQL, en fait, vous pouvez récupérer, comme tout à l'heure, chaque zone qui sont retournées donc de votre résultat avec les variables $, le nom du champ $. Donc là, vous pouvez vous composer en JSON ou autre, ou vous pouvez directement utiliser les fonctions de JSON si vous voulez plus de JSON directement dans la requête. Pardon. Alors, un petit peu sur le même principe. Pourquoi je dis sur le même principe? C'est que c'est vous qui pouvez personnaliser ce qui est déclenché à un intervalle de temps donné. Vous voyez, il y a la propriété intervalle toutes les 5 minutes. C'est juste que là, on est sur un type CMD. Et donc là, sur le type CMD, plutôt que de déclencher une requête SQL, vous pouvez déclencher une commande système. Et récupérer pareil, les infos. Même principe sur le HTTP. Donc là, on va appeler une URL HTTP à un intervalle donné. Ça peut être pratique aussi. Alors, il y a plein d'autres solutions pour le faire, mais pour vérifier l'état de santé d'une instance Apache, par exemple. On appelle une URL, en fait, et on récupère son contenu, et le contenu
qu'on met quelque part, ou pour appeler un traitement spécifique qui va administrer quelque chose de spécifique, etc. Enfin, en tout cas, vous pouvez appeler vos propres URL à un intervalle donné par ici. Alors, au niveau du formatage des données, je vais le passer un peu rapidement parce que je l'ai dit dans les exemples, mais en gros, c'est avec les dollars. Je vous ai mis le lien justement sur tout le formatage, puisqu'en fait, les variables qui sont accessibles sont directement dépendants des types de sources que vous prenez. Voilà. On va passer donc là, on n'était que côté source, on va passer du côté des destinations. Donc là, on a un autre fichier .ini qui s'appelle dest.ini. Alors, moi, le nom du fichier .ini me fait un peu soin parce que ça fait Destiny, en fait. Donc, c'est vraiment la destinée du message. Donc là, c'est le même principe. On va retrouver plusieurs sections dans ce .ini. Donc, il n'y en a qu'un avec toutes les destinations possibles. On n'est pas obligé de les utiliser, en fait. Hein. Ça, c'est les déclarations de toutes les destinations. On va avoir une section qui va indiquer justement un nom un peu parlant pour vous, donc qui va servir d'ID de destination. Et puis ensuite, les types de destinations. Et on a vu déjà tout à l'heure la liste de quelques des destinations possibles. Pareil, je vous ai mis un petit tableau. Donc, on a le STD-out. Le STD-out, c'est quand on va le lancer en interactif, c'est juste pour l'afficher dans la console, en fait. Donc, c'est pratique en debug, etc. Ce n'est pas forcément ce que vous allez utiliser, hein, clairement. Après, on a du Slack, on a du file pour envoyer le contenu de l'événement dans une table, en fait. On a dans un répertoire, donc quand on fait du dire, alors ça, je ne vous l'ai pas prévu dans la démo, mais en fait, ça va créer les événements dans un dossier de l'IFS que vous pouvez retrouver après, en fait. On peut envoyer des mails, ça je vous l'ai dit, des SMS, l'envoyer dans l'outil, mais ça, je vais vous le montrer, ce sera parlant. Alors, encore une fois, il y a quelques exemples. Là, on a une destination qu'on aura appelée email B, c'est un type SMTPS. Et en fait, on voit qu'on a des propriétés propres au SMTP. En fait, on va mettre les propriétés pour contacter le serveur SMTP pour envoyer des mails directement dans la config. De qui parle le mail, à qui, voilà. Et tout ça, évidemment, c'est documenté par Apache-Camel, puisque ça s'appuie sur Apache-Camel pour les différentes destinations. Type STD-out, pas très compliqué. Pour Twilio, pareil, c'est juste la chose à noter, c'est qu'on peut se connecter dessus. Loki, pareil, mais vous voyez qu'à chaque fois, les paramètres changent en fonction des destinations. Vers Slack, c'est pareil. Donc là, on va choisir le canal dans Slack, en fait, dans lequel on veut envoyer l'événement. Et puis, on va s'appuyer sur les webhooks de Slack. Vers un endpoint personnalisé. Alors, moi, j'apprécie particulièrement celui-ci pour avoir la main dessus, mais bon, ça nécessite après un petit peu de développement. Pareil en HTTPS, on voit que, par exemple, on peut changer les méthodes HTTP, on peut envoyer des données au format souhaité, XML, JSON, texte pur, etc. On a aussi un exemple sur les ActiveMQ. Dans Splunk aussi, pour ceux qui connaissent, donc c'est un SIEM, c'est un concentrateur au final de logs et d'événements de l'entreprise de tout type, système, technique, métier, et on va tout agréger un peu au même endroit pour de l'analyse de vie du système. Vers Elasticsearch aussi. OK. Donc, on va passer à la partie démonstration de tout ça. Ici. Alors déjà, est-ce que vous voyez bien sur ce clavier? Ok. Alors, pour la partie démonstration, alors pour rien oublier, du coup, je m'étais juste fait un petit fichier de notebook pour voir. Donc, déjà, premièrement, ce que l'on peut faire, là, je vous montre, je suis dans VS Code et l'extension Code for IBMI, je suis connecté sur un système IBMI et je vais passer par une connexion SSH directement dans VS Code, mais évidemment, vous pouvez utiliser le client SSH que vous souhaitez. Alors là, je vais utiliser l'Open Terminal here, OK. Et donc là, j'ai mon terminal et je peux lancer des commandes sur mon système. Première chose, c'est peut-être un peu petit, je m'en excuse. Je vais lancer la commande que je vous ai indiquée dans le support de démarrage en interactif. Donc le OPT, Manzan, bin, Manzan. OK. Donc là,
Je vais le laisser démarrer. Il est en train de me dire au final ce que vous avez vu passer dans le texte très rapidement. C'est toutes les sources que j'ai configurées. Et en fait, au démarrage, il dit bon, ben ok, je vais monitorer ça, je vais monitorer ça, je vais monitorer ça. Ok. Et donc là, en fait, il est en attente d'événements qui pourraient arriver. Donc avant de déclencher des événements, je vais quand même vous montrer les deux fichiers .ini qui vont nous intéresser, le data.ini et le dest.ini. Dans le data.ini. Ben voilà mon data.ini. Donc, le premier que je vais vous montrer, c'est le demo file. Donc, vous remarquez, donc c'est un type file, vraiment très simple dans l'IFS. Je vais indiquer le fichier que je voulais monitorer. Donc, il est dans home, Jeduma, Manzan et test.txt. Dans les destinations, alors j'ai mis 3 destinations parce que du coup, en un seul coup, comme ça me permet de vous montrer plusieurs choses. Donc, le test out, on ira le voir ensuite. C'est juste dans le std out. Donc, en fait, ça va apparaître ici dans ma console. Email Brevo, c'est juste que je me suis connecté à mon Brevo avec un token, quoi. Et donc, en fait, ça va envoyer l'événement par mail. Et Twilio SMS, alors là, ça passe par une vraie plateforme de SMS, c'est juste que là, j'ai créé des comptes gratuits, trial, etc. Donc, je vais vous le montrer dans un virtual phone, mais ça enverra vraiment ce SMS. Et puis, j'ai rajouté un filter error, comme je vous le montrais tout à l'heure, de sorte que quand on va créer quelque chose dans ce fichier sans le error, il n'y aura rien, et quand il y aura error dans le texte, ça va envoyer les choses. Au niveau du formatage, là, j'ai précisé data, donc qui ne veut rien dire, hein, c'est juste une chaîne de caractères, j'aurais pu mettre n'importe quoi, suivi de $file_data. Lui, c'est une variable prédéfinie qui permet de récupérer le contenu de ma ligne. On va aller jeter un coup d'œil au testing de ces événements. Le test out, c'est un type std out. Le Twilio SMS, c'est juste que ici vous avez mon user mot de passe, en fait, qui sont des tokens, etc., de mon compte Twilio. Et vous avez les numéros de téléphone vers qui il faut l'envoyer. Typiquement, le téléphone de l'astreinte ou de l'équipe support, etc. Email Brevo, pareil. Donc là, en fait, on va retrouver des informations de connexion sur ce SMTP-là. Alors, c'est des comptes trial, donc je peux partager les mots de passe. Ça craint pas grand-chose ici. OK. Donc, je vous ai montré un petit peu ces configurations-là. Donc, j'ai ouvert déjà ce test.txt. Vous voyez que j'ai fait déjà quelques petites choses. Donc, l'intérêt ici, c'est que je vais modifier ce fichier et on a là quand même la console accessible. Donc là, je vais mettre test insertion, une nouvelle ligne. OK, et j'enregistre. Donc là, j'ai enregistré, j'ai envoyé quelque chose, mais en fait, il ne s'est rien passé. Sauf que là, cette fois-ci, je vais mettre, je vais récupérer mon exemple, Power Week 2025, et j'enregistre. Voilà, donc là, j'ai enregistré. Vous voyez qu'il y a le data error during Power Week qui est apparu. Donc, ça veut juste dire qu'au moment où j'ai enregistré, en fait, il a détecté qu'il y avait une ligne qui contenait mon filtre, et hop, ça a déclenché l'événement. Donc, déjà, il a capturé l'événement dans le std out. Qu'est-ce que j'avais ici normalement? Donc, je vais attendre un petit peu pour recevoir le mail, mais bon, je pense que j'ai laissé mon Outlook ouvert justement pour recevoir la notif. Et en attendant, je vais vous montrer. Donc là, je m'étais préconnecté dans Twilio. Voilà, là, on est bien le 20 novembre à 11h55. Et donc là, on a un send from Twilio trial account. OK. Data error during Power Week 2025, qui est le texte que j'avais mis dans mon fichier, quoi. Voilà. Et je vais juste voir si je vais bien dessus. Tac, tac. OK, donc là, j'ai bien mon mail également, alert from Manzan. Hein, on voit que c'est bien arrivé à 11h55 et on a un error during Power Week, donc on a récupéré le contenu de l'événement. L'intérêt de tout ça, c'est que c'est assez simple à configurer. Je vais aller sur mon deuxième exemple. Alors, mon deuxième exemple, en fait, je vais aussi illustrer, je vais dans mon data.ini, c'est celui que j'ai appelé phplog. Donc, c'est aussi un type file, sauf que cette fois-ci, c'est mon php errorlog. Donc, c'est les mêmes destinations. Donc là, il n'y aura pas de surprise. Mais en fait, j'ai préparé un fichier de... Enfin, en fait, j'ai préparé un script qui provoque une erreur.
ça me ressemble pas trop dans le développement de PHP, mais je l'ai fait pour des bénéfices de la démo. Voilà, donc ce message, pour ceux qui font du web, hein, vous avez déjà dû le rencontrer. Donc là, voilà, je fais juste un F5. Donc c'est une URL qui est sur mon IBMI avec manzan error.php qui provoque une internal server error. Alors, hop, je passe juste sur ici. Vous voyez qu'il y a un nouvel événement qui est apparu dans ma console. Et en fait, c'est la ligne qui a été ajoutée dans mon PHP error. Hein. Et donc là, sur le même principe, je vais recevoir un email. Et pas un SMS, parce que là, dans les destinations, pour ça, j'ai mis dans Loki Out. Loki Out, on peut aller le voir dans Destiny. Voilà, il est en dernier. En fait, je me suis branché sur cette base de données de log que j'ai créée en ligne. Donc là, c'est en SaaS, mais évidemment, vous pouvez l'héberger chez vous, hein, ce type de solution. Alors, hop, on va aller consulter ça. Là, ça, c'est une interface en ligne. Donc, vous voyez que c'est un cfdinnovation.grafana.net. Là-dedans, en fait, vous pouvez vous créer vos bases de données gratuitement aussi. Hein. Il y a des niveaux payants, mais en gratuit. Là, je suis sur un compte gratuit, par exemple. Et je suis allé ici dans la consultation des logs. Donc là, on voit que je vais devoir le rafraîchir parce que la dernière log qui a été historisée, c'était mes tests pour aujourd'hui, qui a été fait hier à 21h. OK, je vais rafraîchir là, peut-être le temps que ça arrive. Hop. Mais en gros, ça apparaîtra dans la petite base de données de log qui historise tous les logs ici. Alors, hier aussi, j'ai eu un petit délai. Ça a fonctionné, mais j'ai eu un petit délai. Donc, on y reviendra peut-être juste après pour voir si ça a été intégré. Je retente un petit dernier coup. Pareil, est-ce que j'ai bien reçu? Non, je n'ai pas reçu le mail encore. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Hop. Je reviens sur la démo. Donc voilà, donc on peut intercepter voilà, n'importe quel log que vous avez dans l'IFS ou voire même une log applicative. Dans l'exemple 3, alors du coup, j'ai mis parce que ça c'est quand même assez fréquent dans le monitoring de nos IBM, j'ai mis un watch sur Q6OPR et là en destination, j'ai mis Slack. Alors, si on regarde dans le data.ini, on a le watcher de Q6OPR et en fait, j'ai juste mis le watch de tous les messages de la message queue Q6OPR et je l'envoie dans la destination Slack Q6OPR. D'ailleurs, en attendant, là, il y a des événements qui se sont déclenchés. Hop. Mais ce n'était pas le mien. Je vais ici. Alors, il y a plein de façons d'envoyer, plein de façons de déclencher des erreurs dans Q6OPR. Là, c'est juste pour faire simple. J'ai fait un CNMSG directement dedans, en fait, hein, pour retrouver ce message personnalisé. Donc là, hop, je fais mon CNMSG à Q6OPR. Donc, vous voyez le message, envoie un message Power Week 2025, session Manzan. OK. Donc là, vous avez vu qu'il s'est affiché ici instantanément. Donc là, on l'a, donc c'est un message de type info. On a la célérité. En fait, vous voyez toutes les infos du message que vous pouvez récupérer en fait, hein, dans les variables, etc. Et qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis comme destination le Slack. Voilà, donc là, 11h59, il vient d'arriver ici. Ah oui, donc ça, c'était celui que moi, je n'ai pas déclenché. Et ça, c'est celui que j'ai envoyé là à midi pile. Donc là, on est dans la messagerie Slack, dans un channel que j'ai précisé. Donc mon channel, je l'ai appelé Manzan, évidemment, créé comme vous voulez. Et donc là, ben voilà, on reçoit les messages du Q6OPR. Dès que c'est là, hop, on les a dans Slack ou votre messagerie. Dans l'exemple 4 que je voulais vous montrer, c'était pour vous montrer un type audit et notamment l'audit type password. Ben là, c'est simple aussi à tester, hein, quelque chose comme ça. J'ai une autre session et puis je tente de me connecter avec un mauvais profil mot de passe. OK, c'est une tentative frauduleuse. Ben, en fait, on voit ici l'événement. Donc là, on voit que ça a été une tentative avec Gduma. Et en fait, ben, voilà, ça a été une tentative de connexion
en erreur. Donc là, qu'est-ce que j'avais mis dans, dans les destinations? Donc, j'avais mis aussi dans, ici, dans mes destinations, il y avait un Slack Me. Donc, c'est juste une autre... pourquoi c'est une autre destination alors que pourtant, je vais vous montrer, c'est dans le... On le reçoit également ici. Hein, donc, là, c'est ici. Violation type, mot de passe non valide, username, j'ai du mal, sur le hostname, etc. Enfin, bon, on a des informations. Qu'est-ce qui change entre le watching de Q6OPR et là, par exemple? C'est le contenu du message. En fait, c'est le formatage du message. Donc, en fait, on peut rediriger vers la même destination, à savoir ce channel Slack. Sauf que là, le formatage de la donnée, en fait, je l'ai spécialisé en fonction de ma source de données. En fait, j'ai dû créer deux destinations. J'ai le Slack Me et le Slack Q6OPR. J'ai personnalisé tout simplement le formatage de ma donnée. Je reviens ici. Donc là, j'avais ça, le audit. Donc ouais, c'est audit. Alors dans les audits, on a plein de choses. Dans les journaux, on peut vraiment monitorer plein de choses. Là, c'est juste pour vous illustrer, mais le principe et les concepts, mais on peut vraiment monitorer beaucoup de choses. Alors ensuite, je voulais vous illustrer également un cas de source SQL. Alors, par défaut, j'ai dû le mettre à... Non, c'est bon, il est enable. Donc là, si vous regardez, en fait, c'est une requête SQL que j'ai configurée dans mes sources. C'est un select étoile from ma table de contact. OK. J'ai quand même mis un where time, donc mon champ audit qui contient le timestamp d'insertion d'un enregistrement. Donc, time supérieur à current timestamp moins 1 minute. Donc, en gros, ça va aller récupérer tous les enregistrements de la dernière minute. Et j'ai mis un intervalle de toutes les minutes également. Ça veut dire que toutes les minutes, ça va jouer cette requête-là et ça va récupérer les derniers enregistrements insérés dans la dernière minute. Voilà. Et donc là, je me suis mis un email, mais bon, vous avez compris le principe des destinations. Hein. Après, c'est vous qui choisissez la destination. Et c'est juste que là, au final, j'ai formaté mon message avec ID 2 points et ma colonne ID, le nom du contact, etc. Donc là, ça tourne toutes les minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que... alors, je reviens sur mon notebook. Normalement, j'ai préparé quelques insertions. En plus, je peux les jouer directement depuis le notebook. Voilà, donc là, j'ai inséré un enregistrement. Donc, vous regardez. Là, j'avais déjà préparé la chose, hein, mais j'ai un Dumas Gauthier, mon contact, etc. Donc, c'est ça qu'on devrait recevoir. Puis, je vais insérer aussi mon collègue Gabriel. Hop. Voilà, donc là, j'ai inséré 2 nouveaux contacts. OK, donc là, ça avait déjà été déclenché. Non, pas encore. Donc là, tout au plus, il faudra attendre 1 minute parce que le traitement va tourner toutes les minutes. Voilà, donc là, ça y est, c'est arrivé. Donc là, ça s'est déclenché. Ça a récupéré les 2 enregistrements que j'avais envoyés. Et on voit au final toutes les infos que j'ai insérées. Évidemment, ça peut être pour alerter quelqu'un de métier. Il y a une nouvelle commande qui est arrivée. Enfin, ça peut être métier, système, technique. Voilà. En gros, on détecte des événements. Là, je vous avais fait la démonstration sur cette requête SQL-là, qui est vraiment métier, mais en fait, on peut aussi se projeter sur plein de cas de figure en utilisant les IBMI Services. Dans les IBMI Services, on va pouvoir capturer des métriques sur l'état de santé de l'IBMI, enfin voilà, sur des consommations CPU, sur des états de job ou sur les active jobs ou sur des sous-systèmes, etc. Et donc là, en fait, ça permet de jouer une requête à une fréquence donnée qui va vérifier des choses sur notre système. J'ai un dernier exemple à vous montrer. C'est le type table. Alors, le type table, j'étais dans ma console, tac, il est ici. Alors, il s'avère que je l'ai mis sur ma même table contact qui est dans ma bibliothèque, hein, dans mon schéma. En fait, le type table, c'est comme si vous aviez mis qui contient un ensemble d'événements ou de choses. Ça va agir un peu comme une file. C'est-à-dire que vous allez mettre, potentiellement, c'est une application voilà, qui va aller écrire dans cette table. Il y a un prérequis, c'est que cette table, il faut qu'elle ait une colonne qui s'appelle ID et qui ait un ID autogénéré, une colonne identité, en fait. Hein, on appelle ça comme ça dans DB2.
Et en fait, ici, ce qui va se passer, alors là, par défaut, elle est pas enable parce que son comportement, c'est un peu violent. Voilà, donc je commente juste le enable false, je vais arrêter Manzan et je le redémarre pour prendre en compte ce tab CTC. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au démarrage, lui, il va regarder tout ce qu'il y a dans cette table. Et tout ce qu'il y a dans cette table, en fait, il va déclencher les événements pour tous les enregistrements qui sont dans cette table. Mais il ne fait pas que ça. Il supprime aussi ce qu'il a traité. C'est comme ça que ça agit comme une file, en fait. Et donc là, il y en avait deux, donc il les a traités directement au démarrage. Donc c'est là où je m'étais amusé à le formater sous forme de JSON. Et on récupère les infos de cette table de la même façon, avec les $$. Mais derrière, c'est lui qui a joué le delete. C'est pas moi qui l'ai mis, hein. C'est juste le type table qui fonctionne comme ça. Et donc l'idée, au final, c'est d'avoir une file et d'écrire des choses là-dedans. Et là, si je rajoute, en fait, là, c'est instantané, quoi. Je vais rajouter, alors, hop, je vais là, donc sur le même principe, hop, j'ai rajouté Gabriel, hop, vous voyez, il est apparu là instantanément. Donc, c'est pas une requête, en fait, il y a un trigger dessus, quoi. Enfin, ça déclenche automatiquement la gestion. Il a posé un trigger sur la table. Alors, j'avoue que j'ai parlé de trigger parce que c'est dans le fonctionnement. Je ne suis pas allé vérifier, mais pour moi, c'était un trigger. Vraiment. Ouais. Ok, donc là, j'ai fait un tour de... Alors, ce n'est pas exhaustif de toutes les sources et destinations, mais je pense que ça illustre quand même les capacités du produit. Alors, avant les petites questions, j'avais quand même une petite conclusion. Si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas. Un petit mot avant de conclure, c'est Manzan, c'est un projet open source. Et comme tout projet open source, en fait, n'hésitez pas à contribuer si vous le souhaitez. Je le disais tout à l'heure, c'est en technologie preview. On peut contribuer sans forcément être technique et faire du code, en fait, hein. Il y a plein de façons de contribuer à un projet open source. Ça peut être tout simplement en l'attestant et en remontant des bugs, ou enfin, voilà, ce type de choses. Il y a un système d'issue, il est hébergé sur GitHub. Vous pouvez aussi également suggérer des nouvelles fonctionnalités ou des évolutions. C'est pas dit que ce soit pris en compte, mais en tout cas, enfin, c'est fortement apprécié quand vous faites ces retours-là, et puis ça enrichit le produit, hein. Si vous avez des destinations dans votre environnement, par exemple. Et après, évidemment, vous pouvez aussi contribuer par du code. Alors là, c'est du Java, hein, qui est derrière sur ce projet. Une autre façon de contribuer au projet open source aussi, c'est de contribuer à l'amélioration de la documentation. Donc, ça peut être par proposer une modification de la documentation ou relever une documentation qui ne serait pas à jour ou voilà, qu'il faut améliorer ou quelque chose qui n'a pas été clair quand on l'a testé, de rajouter ça dans la documentation. Je voulais quand même vous montrer, parce que j'en ai parlé un peu souvent, ça, c'est le site. Alors là, c'est le How to Contribute, mais tout ce que je vous ai présenté, en fait, c'est très très bien documenté sur ce site documentation de Manzan. Voilà, donc vous retrouvez notamment ce schéma, vous avez toutes les data sources possibles. Je vais m'arrêter aussi également un peu sur le data format. Je vous ai dit, il y a plein de variables, etc. Vous les retrouvez sous ce format-là. Par exemple, nous ensemble, on avait fait le audit password event quand j'ai fait une violation de ma connexion. Mais en fait, là, vous avez toutes les variables que vous aurez pu utiliser. Et donc ça, vous les avez pour tous les types, en fait. Pour le SQL event, vous voyez qu'en fait, c'est les colonnes name. Donc en fait, c'est des variables dynamiques en fonction de vos requêtes SQL, etc. Mais tout est extrêmement bien documenté. Une petite conclusion, c'est un petit produit qui est simple facile et rapide à installer. On peut avoir des résultats très rapidement. Ce n'est pas une usine à gaz. Ça passe par la configuration à l'aide de simples fichiers .ini. Donc, parfois, c'est pour des premiers petits besoins comme ça. Voilà, en moins d'une demi-journée, en fait, on peut se mettre en place ce type de choses. Il y a beaucoup de sources possibles qui sont préconfigurées et on peut aller plus loin sur tout ce qui n'est pas préconfiguré. En fait, on pourrait se dire, oui, mais ils n'ont pas pensé à le mettre, donc on est un peu bloqué. Non, parce qu'il y a plein de sources personnalisées. Si on parle de SQL, CMD, HTTP,
en fait, on n'est pas bloqué, quoi. Enfin, on pourra, voire même pourquoi pas se créer une fonction ou utiliser des BMI services, etc. Et pareil pour les destinations, en fait. Sur les destinations, il y en a plein des préconfigurés, mais on peut aussi passer par des destinations personnalisées, notamment HTTP. Je vous prends un exemple. S'il n'y a pas une destination, enfin, si vous avez une destination souhaitée qui n'est pas dans la liste, déjà, vous pourrez en faire la demande, mais il faudra qu'elle soit implémentée. Mais souvent, dans les destinations, aujourd'hui, c'est quand même ouvert via des API REST. Donc, en fait, ce que vous pourriez faire, s'il y a un système d'authentification particulier, etc., qu'on ne peut pas directement configurer dedans, ben, en fait, on peut passer par une sorte de middleware qui serait votre traitement à vous, qui lui-même va se connecter au système distant. Et en fait, par rebond, on pourrait arriver à intégrer nos événements capturés dans ces destinations. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on voit un point ensemble. Pas d'intégration à Zabbix. Vous avez vu passer dans les destinations J'ai pas vu d'intégration Zabbix. Non. J'ai vu du Grafana. Okay. Je l'ai récupéré. Il n'y a effectivement pas de destination, pardon. Il n'y a pas de Zabbix. D'utiliser en phone. C'est une technologie preview, donc c'est sorti cette année. Pour l'instant, personnellement, moi j'ai monté que les maquettes pour c'est relativement récent. Alors, la technologie preview, en fait, ça signifie pas ça en prod, mais ça signifie qu'il y a beaucoup d'évolutions. Que justement, c'est dans une phase de récupération d'infos. Après, moi, ce que j'ai vraiment apprécié là-dedans, c'est que j'ai des traitements spécifiques aujourd'hui pour comprendre. Parce que ces besoins-là, en fait, on les avait. Et en fait, en faisant ça, nous, on a fait ça chez des innovations. Pour les clients, on a développé des traitements Node spécifiques. On a utilisé un outil pour l'open source, etc., qui vont permettre de faire la même chose, mais au moins la communauté. Je voyais plus d'un an. Depuis, été la source date avait été etc., au profit d'autres projets Gorzinski, notamment des exporteurs que on a pas mal utilisé par ailleurs en production. Et voilà, en fait, on a des discussions avec Gorzinski, justement, j'ai un petit peu son avis pour des clients vraiment spécifiques. Et il dit, ce serait quelque chose d'unique. Et je pense que ça avait. Alors, il m'a pas dit sans doute que c'est il a dit que ce serait intéressant d'unifier ça et quelque chose. Ça a été vraiment, on va dire, le projet. C'était en mars de cette année. Il y avait la dernière release. mais officiel, open source. Après, c'est de comment on va arriver nos sources sur la prod ou peut-être sur des choses comme ça qui ne sont pas alors, tout ça s'appuie aussi en background parce que ça, c'est qui permet d'unifier tout ça. C'est pas mon sens en tant que tel qui fait le ce qui fait le enfin, c'est un grand standard. Et d'ailleurs, et je l'ai pas précisé, mais dans la doc, là, sur les destinations, en fait, ça nous renvoie
personnalisation et des configurations. Et après, quand même, directement. Et on peut considérer comme une sorte de wrapper en fait qui est au-dessus. L'utilisation de ça.